Donc je me représente à nouveau pour ceux qui sont là depuis le démarrage. Je suis Catherine Tostin-Desmar, je suis membre du PSN Santé Horizon Europe depuis mai 2021, donc la nouvelle programmation. J'ai juste quelques petites slides. Je rappelle que donc ce webinaire est enregistré, comme ça on pourra à nouveau le visionner. C'est toujours très intéressant. On est absolument ravis de collaborer comme chaque année avec l'ANR pour ce webinaire de présentation des programmes de financement transnationaux en santé et une présentation des appels à projets 2023 à venir. C'est toujours un très bon, on va dire, galop d'essai pour ceux qui n'ont pas encore été répondre aux appels à projets santé d'Horizon Europe, parce que c'est une première très bonne expérience d'aller vers les projets transnationaux pilotés par l'ANR. Juste pour rappeler qui sommes-nous, PCN Santé, j'ai juste 2 petites diapos à vous présenter. J'espère que vous pouvez les voir, en fait, voilà. Si vous ne voyez pas, dites-le moi. Voilà, donc le PCN Santé, on est une équipe de 4 personnes, pilotée par Virginie Sivan, qui est notre super, merci. Qui est pilotée par donc Virginie Sivan, qui est à la fois coordinatrice donc du PCN, mais aussi représentante du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur au comité de programmation santé, et mes collègues Vania Rosas Magalianes et Sophie Decamp. Donc j'ai remis sur la diapo comment nous contacter, mais je pense qu'un certain nombre je ne suis pas en plein écran. Merci. Je vais voir. Normalement, j'appuie sur présentation, donc j'espère que c'est quand même à peu près visible. Voilà. J'ai mis donc les contacts, mais comme je disais, un certain nombre d'entre vous connaissent certainement les chemins où nous contacter. Le site internet qui recense toutes les informations du PCN Santé, c'est horizoneurope.gouv.fr. N'hésitez pas à y aller ou à nous contacter directement sur l'adresse mail pcn-santé@recherche.gouv.fr. Alors, qui sommes-nous? C'est fait, je vous ai présenté, mais que faisons-nous? Nos missions principales, c'est informer, sensibiliser, conseiller les équipes, évidemment sur les opportunités de financement sur Horizon Europe en santé, les modalités de fonctionnement du programme, les rencontres de porteurs ou échanges par mail. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous si vous avez identifié un appel à projet en santé, vous pensez que votre projet de recherche correspond complètement et vous voulez vérifier l'adéquation. Donc il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec nous. Nous, si on voit que ça ne marche, en tout cas ça ne matche pas suffisamment avec l'appel à projet, on peut éventuellement essayer de réorienter sur d'autres appels connexes. Toujours sur la thématique santé. L'autre mission, c'est former la communauté scientifique et le personnel support. Ça, c'est un point important. On le fait assez régulièrement sur ces questions-là. Donc ça peut être des formations spécifiques sur le dashboard qui permet de sortir un certain nombre d'informations sur l'implication soit de votre institution, soit de vos partenaires dans les projets européens, par exemple, ou comment construire son réseau. On a également fait un webinaire sur les analyses des ESR, donc les évaluations scientifiques de vos projets de recherche. Et on permet aussi, en tout cas c'est une de nos missions, d'orienter, et là je l'ai un peu évoqué juste en amont, l'existence d'autres sources de financement susceptibles donc de mieux répondre à vos besoins. Ce que nous ne faisons pas, parce que c'est toujours intéressant de le savoir aussi, le PCN ne fait pas de montage de projet. Et on ne fait pas de relecture de propositions. Ça, c'est vrai que c'est une demande qui revient assez régulièrement. En tout cas, on essaye au mieux de vous orienter et de vous donner les bons conseils pour répondre au mieux, vous donner les bons
les bons tuyaux, j'aime pas ce terme, mais en tout cas c'est le cas, pour, que votre, candidature aux appels à projets, santé soit, les plus, pertinentes possibles. Sans plus tarder, je laisse la parole à mes collègues, de l'ANR. Heu, j'espère que j'ai bien arrêté le partage. Hop, et je pense que c'est Mickaël qui va être à la manette pour, la présentation avec, les autres collègues de l'ANR. Oui, tout à fait. Merci Catherine. Bonjour. Est-ce que vous voyez correctement mes slides et bientôt en mode plein écran? Oui, on voit déjà les slides et en plein écran. C'est bien. Ouais, super, merci. Alors, je vais commencer. Normalement, nous aurions dû avoir Philippe Bouvet, le responsable du département biologie santé. Il a quelques difficultés pour l'instant à se connecter. Il est en train de télécharger Teams pour pouvoir nous rejoindre. Mais peut-être pour pas perdre trop de temps, je vais commencer et on pourra éventuellement le reprendre quand il nous aura rejoint. Donc bonjour à tous et à toutes, je suis Michael Jouly, je suis chargé de projets scientifiques ou internationaux à l'ANR au sein du département biologie santé et comme le mentionnait Catherine, nous allons vous présenter aujourd'hui les différents appels qui ont lieu au sein du département. Et donc très rapidement, une introduction pour essayer de recontextualiser en fait nos appels à projets dans le cadre dans lequel ils s'inscrivent. Et donc en fait, ces appels à projets font partie du programme cadre de l'Union européenne qui existe désormais depuis 1984. Et aujourd'hui, nous sommes un petit peu en phase de transition entre Horizon 2020, qui est le 8e programme cadre ou framework programme, et Horizon Europe, qui est le 9e programme cadre. Et donc l'objectif de ces programmes est de renforcer l'écosystème européen de recherche scientifique et technologique. C'est également de stimuler la compétitivité et de placer l'Union européenne un peu comme un leader de la recherche et de favoriser son industrie. Et bien entendu, c'est de concrétiser, de favoriser, de travailler sur des priorités stratégiques de l'UE et de contribuer à des objectifs de développement durable. Et donc, pour à nouveau contextualiser, il existe plein d'initiatives, plein de programmes différents au sein des programmes cadres et en particulier de Horizon Europe. Donc, on a notamment le pilier de sciences d'excellence que vous connaissez très bien, avec notamment les ERC ou les actions Marie Sklodowska-Curie. Mais il existe aussi des appels à projets qui sont lancés au sein de différents clusters, donc un cluster santé notamment qui nous intéressera aujourd'hui, mais il y en a d'autres comme culture, créativité, société inclusive, sécurité, numérique, climat, énergie, etc. Et donc, c'est important de les mentionner car aussi, comme le mentionnait Catherine, participer au partenariat dont nous allons parler aujourd'hui, c'est aussi une première étape ou un tremplin vers vers ce cluster santé. Également, une initiative que je n'ai pas mentionnée, c'est les missions de l'UE. Et parmi ces missions, il y a une mission dédiée au cancer. Et donc, comme par la suite, on va se focaliser sur Horizon Europe, mais encore une fois, comme on est sur une période de transition entre Horizon 2020 et que nous allons mentionner dans cette présentation quelques programmes sous Horizon 2020, on tenait à rappeler quelques instruments qui existaient précédemment, et c'est donc notamment les ERANET et les EJP qui regroupaient à la fois des organisations de financement et des organisations de recherche, et dans lesquelles la Commission européenne participait financièrement
aux appels à projets, mais également à la coordination de ces appels. Il existait également une dernière initiative qu'on nomme les JPI et qui sont une initiative menée par les États membres et qui pouvait avoir le soutien d'autres instruments de la Commission européenne comme les ERANET. Et donc, comme je vous le disais, Horizon 2020 est en train de se transformer, est en train de se transformer, si je puis dire, en Horizon Europe. Et donc, il y a une refonte de ces instruments, et notamment les ERANET et les EJP vont s'harmoniser en ce qu'on va appeler les European Partnership ou partenariats européens, et également des JPI pourront s'intégrer euh, dans ces partenariats. Et donc, pourquoi établir et mener des programmes internationaux? Donc, c'est tout simplement pour éviter la fragmentation et la duplication de la recherche au niveau national et pour pouvoir s'aligner sur des priorités communes afin de mieux utiliser les ressources disponibles et de résoudre collectivement des défis et ce, de façon plus efficace. Et donc, la Commission européenne va pouvoir, dans ses programmes internationaux, prendre en charge les coûts ou une partie des coûts de la coordination euh, qui sont dus généralement aux organisations de financement. Et elle va participer également et contribuer au cofinancement des projets. Il faut juste savoir que chaque partenaire qui sera financé au sein de ces programmes, au sein de ces appels à projets, c'est chaque partenaire, pardon, sera financé par son agence nationale de financement. Et donc, pourquoi les chercheurs, les chercheuses devraient participer à ces appels multinationaux, au-delà de l'aspect financier qui offre une source de financement supplémentaire? Ça permet également en fait de créer des synergies entre les communautés et de permettre à une communauté française de petite taille ou peu structurée d'accéder et de collaborer avec d'autres communautés. Ça permet également d'accéder à des ressources insuffisamment disponibles en France et donc d'accéder aux ressources de nos partenaires et des communautés européennes. Bien évidemment, ça permet également de résoudre des problèmes ou de travailler collectivement sur des problèmes qui dépassent les frontières, notamment des problèmes en santé publique qui dépassent simplement le cadre français. Également, on pourra noter que ça permet d'avoir une accélération et un transfert des technologies à l'échelle européenne. Évidemment, ça permet un effet de levier par plusieurs organisations de financement et comme le disait Catherine, ça permet de préparer les communautés françaises aux différents piliers de Horizon Europe. Donc la participation d'un partenaire français va être très importante, non seulement pour la France, mais également pour vous à titre individuel, car on estime que ça va contribuer à la progression de votre carrière. Ça va également permettre de faire rayonner votre organisation au niveau européen ou international. Et bien entendu, ces résultats auront un impact sur la société et sur les citoyens français. À nouveau, ces appels permettent servent de tremplin aux piliers de Horizon Europe. Donc, on vous encourage également par la suite à postuler et à déposer auprès des autres appels à projets, des autres clusters. Donc ici, vous pouvez voir un petit peu le portefeuille d'actions qu'il y a au sein du département biologie santé, toutes les initiatives auxquelles nous participons et auxquelles vous avez ou vous pouvez répondre. Alors, il y a différentes grandes thématiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a donc des initiatives sur les maladies infectieuses et les résistances aux antimicrobiens, des initiatives sur la nutrition, les neurosciences, les maladies rares, la médecine personnalisée,
les maladies cardiovasculaires et la santé publique, et également l'organisation des systèmes de santé et également une partie qui contient également une partie santé publique. Alors, ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est que l'ERANET lié au JPI HDHL a pris fin et qu'également l'ERANET en médecine personnalisée a pris fin. Cependant, il va y avoir un partenariat européen de médecine personnalisée qui sera prochainement mis en place et donc un appel devrait être lancé en médecine personnalisée courant 2024, début 2024. Concernant les aspects pratiques et administratifs, donc évidemment tous les appels ne sont pas identiques, ils peuvent différer au niveau du processus du montage et vont répondre aux besoins de la communauté, des stratégies nationales et bien évidemment des contraintes administratives et temporelles. Le processus d'évaluation peut être en une ou deux étapes. Il peut également y avoir un droit de réponse où les coordinateurs peuvent apporter donc une réponse aux évaluations qui auront été menées. Et ensuite, donc, concernant les critères d'éligibilité, il existe types de critères d'éligibilité. Un critère d'éligibilité dit central au niveau de l'appel à projet et des critères d'éligibilité nationaux qui sont dépendants de l'organisation de financement. Et donc, sur ce point, il faudra faire attention que chaque partenaire répondent bien aux critères d'éligibilité de son agence nationale de financement. Et le coordinateur du consortium devra être attentif à ce que l'ensemble de ses partenaires soient éligibles au sein des différentes enfin correspondant aux différentes agences de financement. Il devra également s'assurer de la composition du consortium, du type de partenaire, du nombre de partenaires et des collaborateurs. Et des collaborateurs sur fonds propres, exactement. Donc, rapidement sur le calendrier de ces appels à projets, on a généralement un lancement de l'appel à projet entre décembre et janvier avec généralement une publication de la pré-annonce un mois plus tôt. Le temps de soumission de la préposition est généralement de 2 mois et s'ensuit alors une phase de vérification de l'éligibilité, d'une part centrale au niveau de l'initiative et du programme, et d'une part au niveau national des agences de financement. Ces projets soumis sont alors transmis aux experts pour évaluation. En général, on aura 2 à 3 experts par proposition. Et une première réunion du comité d'évaluation a alors lieu pour établir et pour inviter à la prochaine étape un certain nombre de propositions et de consortiums. Donc ces consortiums seront alors invités à soumettre une proposition complète. S'ensuivant à nouveau une phase d'évaluation par les experts. Ces évaluations sont alors transmises au porteur de projet, au coordinateur, qui pourra apporter donc un droit de réponse. Nous avons alors une deuxième réunion du comité d'évaluation qui va établir un classement. Et suite à ce classement, les propositions vont être également soumises à un comité d'éthique qui analysera la conformité éthique des projets et de s'assurer euh, d'un point de vue éthique, tout est OK et valide. Donc, on peut penser notamment à tout ce qui est expérimentation animale, expérimentation, utilisation d'embryons humains, données, etc. Et donc, suite à cette validation par le comité d'éthique de la bonne conformité de leur projet, les organisations de financement se réunissent pour pouvoir sélectionner les projets en fonction des budgets disponibles. Et au cours du dernier trimestre de l'année, la décision de financement sera transmise au porteur et l'ANR commencera le conventionnement puis le suivi des projets. Donc, qui contacter, quand et pourquoi? Donc, c'est assez simple. Tout ce qui relève de l'appel à projet
Il faudra donc contacter le secrétariat de l'appel à projet, donc tout ce qui est autour et sur les contours de l'AAP, sur le montage du consortium, sur les guidelines et le texte général de l'appel à projet, et sur toutes les problématiques liées à la soumission des projets. En revanche, tout ce qui relève du niveau national, euh, vous pourrez nous contacter sur donc les questions d'éligibilité nationale, sur le budget et ensuite sur le suivi des projets. Donc, toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, notamment sur les appels en cours et à venir. Donc, bon, il y a des petites fiches et des petites annonces sur tous les projets. Notamment sur chaque appel à projet, vous retrouverez le texte de l'appel à projet, les différentes guidelines et les différents documents spécifiques aux participants français. Donc, en termes de critères d'éligibilité au niveau de l'ANR, il est important de noter qu'une proposition ne peut pas être semblable à une autre proposition soumise à un appel en cours d'évaluation à l'ANR et ne peut pas être non plus éligible si elle a déjà donné lieu à un financement par l'ANR. Et il faut noter que toutes les propositions semblables qui ont été soumises seront rendues inéligibles. Enfin, toute proposition qui n'est pas un projet de recherche ou d'innovation sera également rendue inéligible. Cependant, on a quelques exceptions sur les critères d'éligibilité nationaux habituels. C'est-à-dire qu'une chercheuse ou un chercheur pourra soumettre plus d'un projet en tant que coordinateur ou coordinatrice, et un chercheur ou une chercheuse pourra être impliqué dans plus de 3 projets soumis à l'ANR. Concernant le budget, le financement minimum pour un projet est de 15 000 euros. En revanche, le maximum dépendra un petit peu des règles de l'appel à projet. Il pourra y avoir un montant maximum par partenaire et un montant maximum par projet. On encourage aussi fortement à ce que les partenaires français participent en tant que coordinateurs. Et pour cela, un budget plus élevé est prévu pour le coordinateur. Il sera important également d'indiquer sa propre contribution dans le budget total, donc pas forcément le budget qui est demandé. Et notamment, en fait, on demandera à ce que les salaires des personnels permanents soient indiqués, ces coûts, ces salaires permanents ne sont pas éligibles au financement pour les partenaires dits académiques ou publics, mais doivent être donc mentionnés dans la proposition. Il est également possible qu'un partenaire participe sur fonds propres ou en anglais, dans les appels à projets, nous allons parler de in-kind. Et ces partenaires peuvent participer, par exemple, intervenir sur le partage de données ou de matériel biologique. À nouveau, ces différentes règles peuvent être retrouvées dans notre règlement financier sur notre site Internet, ainsi que des fiches plus spécifiques sur les différents coûts admissibles à l'ANR, sur les accords de consortium ou encore sur les partenaires d'un projet de recherche. Et donc, il faut savoir également que l'ANR permet de financer à la fois des organismes publics ou privés. Mais il est important de savoir si vous êtes un organisme public ou privé avant la soumission du projet. Et pour cela, vous avez besoin de remplir ce formulaire afin d'établir la proportion d'activité économique exercée par votre entité, et qui donc définira sous quelle catégorie votre organisme dépend. Donc ce formulaire est à remplir, notamment si vous n'avez jamais rempli ce formulaire, ou en cas de changement d'activité économique notable. Ce formulaire sera renvoyé au service juridique de l'ANR, et vous pourrez contacter les personnes
mentionnées sur cette diapo. Donc, il est important aussi de remplir ce formulaire car en fonction de votre statut public ou privé dépendra le taux d'aide alloué à votre projet, à votre organisme. Pour les partenaires publics, le financement sera dit à coût marginal et donc le taux d'aide sera de maximum de 100%. Et il concerne donc les organismes publics de recherche, les collectivités territoriales, les établissements publics ou assimilés. Et donc, vous pouvez voir notamment une liste d'établissements publics listés ci-dessous. Concernant les partenaires entreprises ou privés, donc le financement se fera à coût complet. Il s'appliquera notamment aux sociétés et aux associations et le taux d'aide peut varier entre 25 et 50% des coûts admissibles. Et ça dépendra notamment donc de votre statut. Il sera de 45% pour les PME dans le cadre d'une recherche fondamentale ou d'une recherche industrielle, de 30% pour les grandes entreprises et de 50% pour une association. Également pour les entreprises, il est important de vérifier l'état de santé financière de l'entreprise. Et donc, une fiche pourra vous accompagner pour vous aider à savoir si votre entreprise est dans une bonne état financière. Et vous devrez répondre vous devrez remplir un fichier Excel qui vous permettra de savoir si votre entreprise est éligible aux appels à projets. Concernant les coûts admissibles, donc les coûts admissibles sont les frais du personnel, sauf dans le cas des organismes publics, des permanents. Mais en revanche, les PhD, les postdocs ou les ingénieurs peuvent être sont des coûts admissibles. Les coûts évidemment d'instruments et de matériel sont également admissibles, de bâtiments et de terrains. Également, des prestations de services sont possibles, mais doivent être justifiées dans la proposition. C'est mal noté ici, mais en fait, on peut noter que, par exemple, ces prestations de services peuvent être, par exemple, les coûts de publication, et notamment, en fait, ça s'inscrit dans une démarche de science ouverte, donc on vous encourage à publier dans des revues hybrides. Les frais généraux sont également admissibles, notamment les missions des personnels, donc ça peut être également appelé frais de voyage. Et enfin, il y a des frais d'environnement qui s'appliquent ou des overheads qui sont forfaitisés à 13,5% cette année, forfaitisés à 13,5% des coûts éligibles pour un financement à coût marginal. Et donc ça inclut 10,5% pour les structures gestionnaires et 3% pour les laboratoires. Mais ces coûts sont plafonnés à 68% des frais de personnel admissibles et à 7% des autres coûts admissibles, hors frais d'environnement pour un financement complet. À nouveau, vous retrouverez tous ces détails sur les différentes fiches et notamment sur la fiche numéro 3 des coûts admissibles. Enfin, il est important d'établir un accord de consortium pour le projet. Qui va établir donc les liens entre les différents partenaires et les différents travaux à mener entre les partenaires. Alors, soit il existe des accords de consortium spécifiques aux appels à projets, auquel cas vous devrez établir cet accord de consortium, soit il n'y en a pas, et donc vous pourrez suivre les règles de l'ANR. Et donc, pour les bénéficiaires à coût complet, le deuxième versement est conditionné à la transmission de l'accord de consortium, tandis que pour les pour les bénéficiaires à coût marginal, pardon, le seul est conditionné à la transmission de l'accord de consortium. Enfin, nous voulions vous sensibiliser sur une recherche et une innovation responsable. Donc, on attend des partenaires une participation réelle
participation réelle. Également de prendre en compte des considérations éthiques, légales et sociales, avec notamment d'essayer de respecter l'égalité des sexes dans la composition du consortium. Comme je pouvais vous le dire précédemment, on souhaite que vous vous inscriviez dans une démarche de sciences ouvertes. Donc, il y aura notamment un plan de gestion de données à fournir et on vous encourage à publier dans des publications scientifiques en accès libre. Évidemment, on demande et exige, je dirais même, une intégrité de votre recherche, donc éviter la fabrication, la falsification, le plagiat ou tout autre manquement en matière de recherche, et aussi un devoir, enfin, un aspect d'universalisme s'applique, c'est-à-dire que les recherches menées en dehors de l'UE doivent respecter à la fois les recommandations éthiques du pays où la recherche est menée, ainsi que les recommandations de l'UE. Et je pense que c'est fini pour l'introduction. Et donc, on va passer désormais aux différents appels à projets qui seront lancés au cours de cette édition 2023. Et je vais désormais donner la main bientôt, pardon, parce que donc là, vous voyez un petit peu ce qui sera lancé en 2023. Et donc, on va vous parler de ces différents appels. Martine, je crois. Oui, bonjour, merci beaucoup Michael. Donc je vais vous présenter le partnership ERA4Health. Si tu peux changer de diapo s'il te plaît. Qui a débuté cette année au 1er novembre. Au 1er novembre. Donc le partnership ERA4Health a pour titre Fostering a European Research Area for Health Research. Il va être déroulé en 2 phases. Donc la première phase qui va durer 2 ans va permettre de financer la recherche dans des domaines prioritaires de la santé publique, de la nutrition, des maladies cardiovasculaires et de la nanomédecine. Mais pas seulement. Il se peut également qu'il y ait des autres priorités de recherche dites d'urgence qui soient également financées dans cette phase. Par exemple, on pense dans un cas Covid, ou on n'espère pas, mais dans un cas tel que le Covid, ERA4Health devra être assez flexible pour pouvoir financer et s'adapter à des priorités de recherche rapidement. Et dans une deuxième étape, le partnership devra également établir des processus de financement pour pouvoir financer les études cliniques multinationales initiées par un chercheur appartenant au secteur public. Donc aujourd'hui, le système de financement d'essais cliniques transnationales est très compliqué. Et on aimerait pouvoir offrir cette opportunité dans notre phase 2 du partnership. Donc la phase 2, on réalisera toujours des appels à projets de recherche dans les priorités que j'ai mentionnées ou dans d'autres. Donc là, la stratégie pourra évoluer. Et on souhaite donc financer des études cliniques multinationales initiées par un chercheur adressant les besoins en santé publique. Et cette phase durera 5 ans. Ces partnerships ont des budgets très importants par rapport aux ERANET sous H2020. Donc pendant la première phase, la Commission européenne va cofinancer le programme à hauteur de 30 millions. Mais pour que la Commission européenne finance ce programme à hauteur de 30 millions, il faut que les pays membres et les pays associés mettent sur la table 110 millions. Et c'est ce qu'on a prévu pour le moment, pour cette première phase. Donc, vous voyez, avec cette somme, de nombreux appels à projets vont être lancés. La deuxième phase, le support de l'ACE sera plus important parce qu'on a l'objectif de financer des études cliniques qui sont plus chères. Donc, la Commission européenne, à ce jour, est prête à mettre 80 millions et il va falloir que les pays membres et associés lèvent jusqu'à 270 millions d'euros pour les 5 ans de fin de programme. Prochaine. Merci. Donc, je mets juste les partenaires du partnership actuel. Donc, il y a 17 membres de l'Union européenne,
3 pays associés à Horizon Europe et également 2 pays tiers qui est l'Égypte et Taïwan. Pour la phase 2, on va essayer d'enrichir notre consortium, notamment avec des organisations qui financeront des études cliniques. Donc, pour la France, la DGOS pense participer au partnership pour pouvoir financer ces aspects d'études cliniques. Diapo prochaine. Donc, ERA4Health va lancer 2 appels à projets cette année. Le premier s'appelle Cardinov et je vais donner la main à ma collègue Séverine Olivier qui va vous le présenter. Bonjour à tous et merci Martine. Donc effectivement, comme vient de le souligner ma collègue, il y aura 2 appels à projets qui vont être lancés en 2023 et je vais vous présenter le premier appel qui s'appelle Cardinov et dont la thématique porte sur les recherches sur le développement de stratégies thérapeutiques innovantes dans le cadre des maladies cardiovasculaires. Donc, au niveau des dates importantes pour cet appel, il va ouvrir très prochainement, dans 2 jours, le 7 décembre. Donc, pour l'instant, vous pouvez déjà consulter la pré-annonce sur le site de l'ANR et sur le site d'ERA4Health. Et puis, bien évidemment, lors de l'ouverture de cet appel, vous trouverez davantage d'informations sur cet appel. Donc, il s'agit d'un appel en 2 étapes. Donc, avec tout d'abord un dépôt de pré-propositions, puis un dépôt des propositions complètes. Donc, la clôture de la première étape aura lieu le 7 février 2023 et les résultats de cette première étape seront envoyés fin avril 2023. Et ensuite, la clôture de l'étape 2 est fixée au 15 juin 2023. Et à l'issue de cette étape, il y aura également un droit de réponse qui aura lieu entre fin août et puis début septembre. Et puis enfin, les résultats de cet appel seront annoncés en octobre 2023. Donc, concernant l'éligibilité pour cet appel, comme je viens de le souligner, il y aura 2 étapes. Les chercheurs qui pourront participer à cet appel devront appartenir à l'une des catégories suivantes, recherche académique ou clinique, entreprise et puis intervenants opérationnels, comme par exemple organisation de patients. Au niveau du consortium, il devra y avoir un minimum de 3 partenaires issus de 3 pays éligibles différents. Et les consortiums devront avoir un maximum de 5 partenaires et ce maximum pourra être élargi à 6 ou 7 partenaires si des partenaires sont issus des pays suivants, donc Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie et Turquie. Et enfin, au sein des consortiums, il pourra y avoir également un maximum de 2 collaborateurs, c'est-à-dire que ce seront des partenaires qui auront un financement propre. En termes de budget, pour cet appel, l'ANR a une enveloppe de 2,5 millions d'euros. Et il y a une limite par partenaire et par projet. Comme vous pouvez le voir, par partenaire, il y aura un maximum de 250 000 euros. Et un coordinateur français pourra demander jusqu'à 300 000 euros. Et enfin, par projet, il y aura également une limite de 400 000 euros. Au niveau des domaines d'intérêt pour cet appel à projet, les propositions pourront porter sur 1 ou 2 thématiques qui sont indiquées sur cette diapositive. La première thématique porte sur la réparation et ou la régénération du cœur et ou des vaisseaux sanguins. Et plus particulièrement, les propositions devront porter sur l'identification d'approches intégratives et puis également, bien sûr, pertinentes d'un point de vue clinique au niveau moléculaire et cellulaire ou sur le lien entre ces 2 niveaux. Et plus particulièrement, les propositions devront vraiment s'intéresser à des mécanismes qui sont peu connus. Donc là, vous pouvez voir une liste non exhaustive de mécanismes tels que la réaction inflammatoire, l'accumulation amyloïde, etc. Donc, évidemment, il s'agit d'une liste non exhaustive. Et dans le cadre de ce premier sujet, les thématiques pourront également porter sur le développement d'approches cellulaires et non cellulaires en combinaison avec des biomatériaux bioactifs ou patchs ou greffons biogéniques.
Le deuxième sujet pour cet appel à projet porte sur l'insuffisance cardiaque chronique et puis la fibrillation auriculaire. Et les propositions devront porter sur le développement de stratégies thérapeutiques permettant de rétablir la pathophysiologie responsable de l'insuffisance cardiaque chronique, en particulier à fraction d'éjection préservée, de la fibrillation auriculaire et ou de ces deux maladies. Et également, donc, les stratégies thérapeutiques devront tenir compte des comorbidités des patients et puis de leur traitement potentiel. Donc, les propositions pourront porter sur l'un ou l'autre des sujets ou bien les deux sujets. Et il est important de noter que pour ces deux sujets, les recherches sur la thérapie cellulaire devront porter strictement sur des approches nouvelles et innovantes. Par ailleurs, j'en profite aussi pour vous signaler qu'un webinaire d'information sera organisé le 13 décembre, donc après le lancement de l'appel. Et donc, ce webinaire aura pour objectif justement de bien représenter donc, les thématiques de l'appel, les critères d'éligibilité, les dossiers des pré-propositions, les grilles d'évaluation. Et puis, il y aura également un événement de réseautage qui permettra vraiment aux participants d'échanger et notamment de pouvoir justement permettre un échange entre les partenaires qui vont chercher une expertise spécifique pour leur consortium ou bien des partenaires qui sont à la recherche justement d'un consortium. Et pour finir, donc, au niveau donc, du contact national, donc, vous pourrez contacter ma collègue Martine Batou et moi-même. Et dans le cadre de cet appel, nous serons également secrétariat de l'appel et donc vous pourrez nous contacter à l'adresse générique qui est indiquée sur la slide. Et puis, je vous invite également à consulter le site d'Eraforels dont vous trouverez le lien sur la slide. Je vous remercie. Je vais repasser à présent la parole à ma collègue Martine pour vous présenter le second appel à projet dans le cadre d'Eraforels. Merci Séverine. Donc, le deuxième appel à projet, il est co-créé avec la GPI HDHL et il portera sur Increasing Health Equity for Promoting Healthy Diets and Physical Activity. Pour le moment, je peux vous fournir que très peu d'informations car on est encore en cours de négociation avec les autres organisations de financement. Mais une chose est sûre, c'est que, il soit prénom annoncé en fin décembre, soit début janvier. Et son ouverture se fera davantage en fin janvier, début février. Ce qui est sûr, c'est que ça sera une seule étape de soumission, plus un droit de réfutation. Voilà, merci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je redonne la parole à Michael. Merci Martine. Et donc, je souhaitais vous parler également d'un nouveau partenariat qu'on appelle Transforming Health and Care System. Et donc, l'objectif de ce partenariat, c'est de contribuer à la transition vers des systèmes de santé qui sont centrés sur la personne, qui sont plus durables, plus efficaces, résilients, inclusifs, innovants et de haute qualité. Il faut qu'il soit également accessible à tous. Donc, ce partenariat cherche à relever certains défis de nos systèmes de santé actuels, ou plus généraux, comme le vieillissement de la population, le coût des systèmes de santé, et également et de fournir un meilleur accès plus diffus sur l'ensemble des territoires. Et donc, ce partenariat vise non seulement à créer de nouvelles connaissances et preuves scientifiques, mais également à concevoir de nouvelles solutions et à soutenir leur transfert et leur mise à l'échelle entre les pays et les régions, tout en favorisant le renforcement des capacités. Donc, ce partenariat est composé de 58 partenaires, à la fois nationaux et régionaux et internationaux. On a donc 22 pays de l'Union européenne ainsi que 3 pays associés. Dans ce partenariat est composé en fait d'agences de financement, de ministères de la Santé et de la Recherche et également d'organismes de recherche.
Côté français, on aura donc l'ANR, la DGOS au sein du ministère de la Santé et également l'INSERM pour l'organisme de recherche. La participation de ces différents partenaires s'élève à 305 millions d'euros, avec une contribution de la Commission européenne de près de 92 millions, donc pour un budget total d'environ 392 millions. Et donc, comme Martine précédemment, cet appel est en cours de développement, donc je ne peux pas trop détailler et développer à l'heure actuelle. Sachez simplement que cet appel portera sur l'organisation des systèmes de santé et leur optimisation afin d'alléger la pression portée par les établissements de santé, donc essayer de sortir un petit peu de cet hospitalocentrisme et permettant alors une meilleure prise en charge des patients. Pour les dates importantes, une préannonce aura lieu en janvier, également accompagnée donc d'un webinaire auquel on vous présentera plus en détail cet appel. L'ouverture aura lieu en mars 2023, avec également un autre séminaire de lancement de prévu. Une clôture anticipée en mai 2023 pour un début de projet à partir de décembre 2023. Donc c'est un appel en une seule étape qui nécessitera une soumission de ce qu'on appelle une expression of interest, qui aura pour but pas ça sera, on n'évaluera pas cette expression of interest. Ça permettra surtout à l'appel, au secrétariat de l'appel, d'avoir une première visibilité sur les propositions que nous allons recevoir afin de mieux anticiper les experts à solliciter pour l'évaluation de ces projets. Ça permettra également aussi de fournir au consortium un retour sur l'éligibilité du consortium. Mais à nouveau, c'est un document assez court qui aura pour but d'établir une meilleure efficacité dans le processus d'évaluation, d'une meilleure anticipation, car le calendrier pour ce premier appel à projet est assez court. Comme précédemment, nous allons demander une composition de consortium avec un minimum de 3 partenaires de 3 pays différents et un maximum de 9 partenaires, dont des partenaires sur fonds propres. La durée de ces projets peut s'établir entre 18 à 36 mois. Et d'un point de vue budgétaire, l'ANR a une enveloppe de 1,5 million d'euros, avec par partenaire 260 000 euros et pour la coordination 310 000 euros. Comme je vous le disais, la DGOS participe également à cet appel. Elle financera les établissements de santé, alors que l'ANR se concentrera sur les organismes de recherche et le budget de la DGOS est de 4,5 millions d'euros. Le secrétariat de l'appel est constitué de 3 agences de financement différentes, d'une agence hollandaise ZonMV, d'une agence polonaise NCBR et également de l'ANR. Et en contact, donc à la fois pour le secrétariat et à la fois pour les problématiques nationales, vous pourrez me contacter. Et donc à ce jour, on attend encore des réponses de certaines agences de financement quant à leur participation dans cet appel. Et vous pouvez voir ici la liste des pays et des agences participantes et donc commencer dès à présent à réfléchir aux futures collaborations. Et je m'arrêterai là pour cet appel et je vais donc donner la parole à Florence Guillot pour les maladies rares. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, ok. Donc moi, je vais vous présenter le prochain appel maladies rares que nous lançons au sein de l'EJP. Donc l'EJP est encore en cours pour 1 an. Prochaine diapo, s'il te plaît, Mickaël.
Voilà, donc pour rappel, il a commencé en 2019, il devrait se terminer en novembre 2023, mais on a demandé une prolongation auprès de la Commission européenne, donc on espère un petit peu l'étendre. Donc je ne vais pas revenir sur les objectifs car ce sont toujours les mêmes. Je voulais juste attirer votre attention sur les nouveautés de cette année. Donc, c'était des activités additionnelles qui faisaient partie de ce que nous devions livrer avant la fin de l'EJP. Donc, il y a tout d'abord l'Innovation Management Tool qui est là pour vous aider à développer vos projets translationnels. Donc, c'est très spécifique aux maladies rares, mais il peut y avoir des outils qui peuvent être utiles en fait à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Nous avons également un MOOC à destination des étudiants ou des personnes du public qui sont sur différentes thématiques qui sont encore en développement. Donc, n'hésitez pas à encourager vos étudiants à le consulter sur le site de l'EJP. Prochaine diapo. Donc, concernant l'appel à projet de cette année, la thématique, ce sont les études de l'histoire naturelle des maladies rares. Donc, comme pour cette année, il y a 17 pays qui sont impliqués, dont un pays tiers qui est le Canada, comme d'habitude, et aussi des pays associés. Le lancement sera le 12 décembre et la date de limite pour soumettre les prépropositions, c'est le 16 février. La date limite pour les propositions totales, ce sera en juin. Et il y aura en mois de juillet un droit de réponse qu'on appelle phase de rebutal. Et on envisage de débuter les projets en 2024. Donc, l'ANR cette année est Call Secrétariat. On vous a donc mis le mail qui permettra de nous contacter. On vous a mis les liens pour les informations supplémentaires sur le site de l'EJP. Nous avons aussi un outil de réseautage et de rencontre des partenaires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour rencontrer de nouvelles personnes. Et nous organisons également un webinaire d'information le 15 décembre. L'inscription est obligatoire pour recevoir le lien du webinaire. Prochaine diapo. Donc, l'étude d'histoire naturelle de la maladie. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet, donc il faut savoir que nous finançons des projets sur 3 ans. Donc, il faudra bien prendre en compte dans vos projets que ce sera des projets de 3 ans et pas sur une longue durée. Voilà. Donc, ce qu'on va regarder comme thématique et un des points qu'il faudra au moins étudier dans votre projet, ce sera l'estimation de la prévalence de la maladie, l'identification des biomarqueurs ou facteurs prédictifs pour le diagnostic-pronostic de la maladie rare, identification des biomarqueurs, indicateurs, facteurs prédictifs du début et ou de la progression de la maladie rare ou de groupes de pathologie, selon, comprenant le recueil de données génétiques, physiologiques et des variables environnementales. Donc, le recueil des données, ça va être extrêmement important et la qualité des données va être évaluée de manière importante sur ces projets. Donc ensuite, identification de critères d'évaluation pertinents pour les futures études qui incluent des biomarqueurs, les questions sur les résultats rapportés par les patients et les mesures liées à la qualité de vie. Et finalement, identification des biomarqueurs variables pour les approches thérapeutiques, donc en pharmaco, repositionnement de médicaments, thérapie génique, thérapie ARN, thérapie cellulaire ou équipements médicaux. Donc pour l'éligibilité des consortia, il faut un minimum de 4 partenaires venant de 4 pays différents. Et on peut aller jusqu'à 6 partenaires. 2 partenaires supplémentaires pourront être ajoutés s'ils sont soit des jeunes chercheurs, soit issus de pays sous-représentés. Et on a le droit à 2 partenaires maximum du même pays. Il y a la possibilité de financer des associations de patients
en sous-traitance via l'ANR. Ensuite, pour les autres agences de financement, il faut que chaque partenaire se renseigne auprès de son agence de financement. Donc, le budget, c'est 250 000 € pour un partenaire et 300 000 pour un coordinateur ou une coordinatrice. Et le plafond par projet est à 500 000 €. Et au total, l'ANR met 3 millions d'euros. Voilà. Alors, rebonjour à tous. Je vais reprendre la parole donc, pour la thématique des maladies infectieuses et de la résistance aux antimicrobiens, et en particulier pour le programme GPI-AMR. Alors, normalement, c'est ma collègue Sophie Gay qui est en charge de ce programme. Et comme elle n'a pas pu être présente aujourd'hui à la réunion, je vais présenter à sa place le nouvel appel à projet qui va être lancé dans le cadre du GPI-AMR. Donc, le GPI-AMR pour Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance a pour but de lutter contre la résistance aux antimicrobiens donc via une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé humaine, animale et environnementale, donc dite approche One Health. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, en vert, donc, ce sont tous les pays qui sont impliqués dans cette initiative. Donc, cette initiative compte 29 pays qui sont principalement en Europe. Mais comme vous pouvez le voir, il y a également d'autres pays en Amérique, en Afrique et en Asie. Et au niveau de la représentation française, nous avons donc à la fois le ministère de la Recherche et puis également l'ANR. Diapositive suivante, s'il te plaît. Au sein de ce programme, donc, il y a eu un agenda stratégique qui a été mis en place et donc notamment plusieurs thématiques ont été identifiées, donc à savoir la thérapeutique, le diagnostic, la surveillance, la transmission, l'environnement et les interventions. Et l'idée de ce programme est justement de financer plusieurs activités sur ces thématiques qui sont stratégiques. Donc, notamment, le plan d'implémentation du GPI-AMR présente donc justement toutes les thématiques et activités qui ont été financées jusqu'à présent. Et au niveau des activités qui sont financées dans le cadre de ce programme, il y a d'une part les appels à projets, mais également les appels à réseau. Et puis, il y a également donc, des workshops stratégiques qui sont organisés et il y a également une plateforme virtuelle. Donc, vous retrouverez toutes ces informations sur le site du GPI-AMR que vous trouverez sur cette diapositive. Diapositive suivante, merci. Et donc, en 2023, donc, il y aura un nouvel appel à projet qui va être lancé, en particulier dans les domaines diagnostic et surveillance, et dont le but sera d'endiguer la résistance aux antimicrobiens via des approches innovantes dans le domaine du diagnostic et de la surveillance. Donc, cet appel sera lancé le 10 janvier 2023. Donc, pour l'instant, vous pouvez déjà consulter la préannonce de cet appel sur le site de l'ANR et également sur le site du GPI-AMR. Il s'agira d'un appel en 2 étapes. Donc, tout d'abord, la première étape se clôturera le 7 mars 2023 et les résultats seront envoyés fin mai 2023. Et puis ensuite, l'étape 2 se finira le 4 juillet 2023 et puis les résultats seront annoncés en novembre 2023. Au niveau du budget de l'ANR, donc, merci. L'enveloppe sera de 2 millions d'euros. Il y aura une limite de 470 000 € par projet et par partenaire, une limite fixée à 260 000 € et les coordinateurs pourront demander jusqu'à 310 000 € par projet. En termes d'éligibilité, les consortia devront être constitués d'un minimum de 3 partenaires venant de 3 pays éligibles différents, dont 2 pays européens ou associés.
Et les consortia pourront donc avoir un maximum de 6 partenaires. Donc, il est important de spécifier que dans cet appel, quand on parle de 6 partenaires, cela inclut également les partenaires sur fonds propres, donc qui ont leur propre financement. Et il pourra y avoir jusqu'à 7 partenaires si l'un des participants appartient, donc il vient de l'un des pays sous-représentés. Donc pour l'instant, cette liste n'est pas encore définie, donc elle sera bien évidemment publiée à l'occasion de l'ouverture de l'appel. Et les consortia pourront également être élargis à 7 partenaires en présence d'une entreprise ou d'un jeune chercheur. Au niveau des thématiques, donc les propositions devront porter donc, sur les agents microbiens de type bactéries ou champignons. Donc, il est important de mentionner que dans le cadre de cet appel, les antiviraux et antiparasitaires ne seront pas éligibles. Et les propositions devront porter sur l'une ou l'autre des thématiques suivantes, donc à savoir le développement ou l'amélioration d'outils diagnostiques, incluant les diagnostics point of care, afin d'éviter le recours à l'utilisation d'antimicrobiens ou afin d'identifier le traitement antimicrobien le plus efficace. Donc, en particulier, pour ce premier sujet, il ne sera pas nécessaire d'inclure plusieurs domaines One Health dans la proposition. Et donc, ce qu'on entend par domaine One Health, c'est santé humaine, santé animale ou santé des plantes ou l'environnement. Et le deuxième sujet portera sur le développement ou l'amélioration de technologies, de méthodes et ou de stratégies, donc qui inclut également les stratégies pour faciliter l'utilisation des données, qui permettent d'aider à la surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Et dans le cadre de cet objectif, en revanche, il sera nécessaire d'inclure au moins 2 domaines One Health dans la proposition. Et donc, notamment pour cette thématique de surveillance, il sera vraiment important que les projets soient vraiment des projets de recherche. Donc, typiquement, la simple extension d'un réseau de recherche ne sera pas éligible. Donc, dans le cadre de cet appel, donc, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le point de contact sera ma collègue Sophie Gay. Donc, vous pourrez la contacter par mail à l'adresse générique qui est indiquée sur la slide. Et pour cet appel, le secrétariat de l'appel est géré par l'agence polonaise. Et donc, vous pourrez également les contacter à l'adresse qui est indiquée sur la slide. Je vous remercie et je vais à présent repasser la parole à ma collègue Florence. Oui, rebonjour tout le monde. Donc, on va faire une petite parenthèse santé animale et maladies infectieuses avec les ranettes iCRAD. Qui est un RANET qui a été lancé en octobre 2019 et qui va se terminer en 2024. Donc, 29 organismes de financement composent cet RANET et 19 pays. Alors, la nouvelle de cette année, c'est qu'il faut faire attention, il y a un pays en moins parce que donc nous avons dû demander à nos partenaires russes de quitter notre consortium. Donc, on ne peut plus inclure de Russes à tout niveau dans ce consortium et même sur les collaborations de recherche. Donc, un prochain appel à projet va être lancé en 2023. Donc, pour l'instant, on ne peut pas donner la thématique. Il y aura une pré-annonce en février 2023 et l'appel à projet devrait être ouvert en avril-mai 2023. Mais donc, on vous encourage à consulter le site de l'ANR ou le site d'ICRAD en février 2023. Voilà. Donc, nous allons désormais passer à la thématique nutrition. Je pense que c'est là. On va prendre le relais. Non, nutrition, non. Bonjour, Sheila. Je peux faire la neuroscience. Ouais, pardon.
Tac. Voilà. Ouais. Bonjour. Et mon nom, c'est Lamégie. Je vais vous présenter 3 appels des initiatives dédiées aux neurosciences. Donc, la première, c'est les GPND. C'est un programme de programmation conjointe dédié aux maladies neurodégénératives. La 12e, c'est l'ARNet Neurone, qui est un ARNet dédié aussi aux maladies du cerveau, à l'exclusion des maladies traitées par les JPND. Donc, il s'agit des deux initiatives de financement en neurosciences qui sont assez complémentaires à propos de la maladie du système nerveux. Et la 3e, c'est Flagera, qui est un ARNet qui a été créé pour accompagner le développement de flagship graphène d'un côté, et celle qui nous concerne, c'est les Human Brain Project, qui est, comme vous savez sûrement, devient une infrastructure, une plateforme des services européens. La suivante, s'il te plaît. Donc, le premier des JPND, c'est, comme je vous avais dit, un programme conjoint dédié aux maladies neurodégénératives et en particulier à celles qui sont listées sur cette diapositive, la maladie d'Alzheimer et autres démences, la maladie de Parkinson et les troubles liés à la maladie de Parkinson, les maladies appréhendes, les maladies des neurones moteurs, la maladie de Huntington, la maladie, l'ataxie spino-cérébraleuse et l'atrophie musculaire spinale. Et JPND développe plusieurs activités. Une des plus importantes, évidemment, c'est les lancements des appels à projets conjoints par des partenaires internationaux, membres complets ou associés des JPND, mais aussi d'autres activités dites de structuration, comme le développement de certains catalogues, par exemple, des cohortes existantes dans les pays membres des JPND, ou bien à propos des animaux, des modèles animaux concernés par ces maladies qui sont listées ici. Mais bon, je vais vous parler particulièrement des appels à projets, et la suivante, s'il te plaît. Donc, actuellement, il y a deux appels à projets lancés dans les cadres de ces GPI. Le premier a été préannoncé et il est concerné par les analyses omiques à grande échelle pour l'identification des cibles médicamenteuses dans les maladies neurodégénératives. L'idée de cet appel à projet, c'est d'exploiter les données issues des technologies omiques et les approches Big Data afin d'identifier de nouvelles cibles médicamenteuses et des biomarqueurs. Donc, il faut principalement utiliser des données préexistantes, mais il est possible de compléter ou d'enrichir des bases de données existantes dans le cadre de ces projets. Les thèmes de recherche qui sont attendus dans les propositions sont listés sur cette diapositive. Donc, utiliser les potentiels des modèles animaux et cohortes disponibles pour réaliser des analyses qui permettent l'identification des interactions moléculaires responsables de la pathogénèse, améliorer la connaissance concernant les facteurs responsables de l'apparition et de la progression des maladies neurodégénératives, enrichir les modèles expérimentaux disponibles avec des connaissances issues des approches multiomiques, identifier de nouvelles cibles médicamenteuses, améliorer les stratifications des patients et la définition de la maladie, et l'identification et validation des biomarqueurs pour les maladies neurodégénératives. Il est important de savoir que les propositions doivent être fondées sur des hypothèses et la méthodologie attendue doit être rigoureuse. Il y a une liste de pays participants qui, pour l'instant, est trop courte parce qu'elle est préliminaire. Donc, allez-y consulter les sites JPND. Vous aurez des informations un peu plus complètes. Donc, le budget réservé par l'ANR est de 1,8
millions d'euros. Je peux avoir la suivante, s'il te plaît. Et dans cette diapositive, vous savez toutes les informations, la conformation du consortia, les budgets maximum par partenaire est de 270 000 euros et des 310 000 euros si les coordinateurs de consortium est financé par l'ANR. Les propositions sont attendues en mars et c'est une proposition complète sur invitation en juin. Donc, les contacts du secrétariat de l'appel, ce seront nos collègues allemands, est à communiquer et sera trouvé sur les sites JPND. Et pour les contacts français, vous savez mes coordonnées sur la diapositive. La suivante, s'il te plaît. Ceci est un 12e appel, c'est un appel des réseautages, donc c'est un appel JPND encore, à propos du groupe de travail en sciences humaines et sociales, en lien avec les soins, la prise en charge et les services sociaux dans les maladies neurodégénératives. Donc la clôture de cet appel est, comme vous pouvez voir sur la diapo, très proche, donc le 13 décembre. Et l'objectif de cet appel, c'est vraiment un objectif de structuration de la communauté et l'établissement des liens, des collaborations avec des pairs internationaux. Non, merci. Et il s'agit de financer la création des groupes de travail des scientifiques experts visant à proposer des stratégies de recherche qui concernent les soins et les services sociaux dans les maladies neurodégénératives et en particulier concentrés sur les stades modérés et avancés et la fin des vies liées à ces maladies. Les consortia sont attendus, ils devront travailler pendant à peu près 12 mois. Et les consortiums reçoivent un budget total de 50 000 euros pour leurs travaux qui concernent principalement le réseautage. Et les pays participants se retrouvent en bas dans la diapositive. La suivante, s'il te plaît. Concernant l'ARNet Neuron, donc l'appel à projet de l'année prochaine qui sera préannoncé de façon imminente, c'est à propos du mécanisme de la résilience et de la vulnérabilité face aux facteurs de stress en santé mentale. Cet appel à projet vise à comprendre les mécanismes neurobiologiques responsables de la vulnérabilité ainsi que de la résilience face aux facteurs de stress dans la santé mentale. Il y a deux piliers principaux dans cet appel à projet. Un pilier des recherches fondamentales qui implique les recherches qui cherchent à comprendre les mécanismes de la pathogénèse, étiologie, progression, traitement et la prévention des maladies mentales qui sont déclenchées par l'exposition aux facteurs de stress. Et ceci peut inclure le développement de technologies nouvelles, mais qui soient basées sur la connaissance des mécanismes neurobiologiques. Le deuxième pilier, c'est un pilier de recherche clinique qui vise à mettre au point des nouvelles stratégies de prévention, de diagnostic, stratification des patients, des thérapies ou de réhabilitation dans les maladies mentales qui sont liées à l'exposition aux facteurs de stress. Et ceci peut inclure l'identification des cibles neurobiologiques pour améliorer la résilience. Le budget réservé par l'ANR est de 1,8 million d'euros. Également, il y a une petite liste de pays qui entre-temps, s'est élargie. Donc, il faut vraiment consulter les sites ARNet Neuron et les sites de lancement de l'ANR en janvier 2023. La suivante, s'il te plaît. Donc, la soumission électronique, comme pour tous les appels qui ont été présentés, c'est fait par les coordinateurs au site de l'ARNet Neuron. Et la composition entendue du consortium se retrouve dans cette diapositive. On encourage la participation des jeunes chercheurs en tant que KPI. Et les budgets maximum par partenaire et par partenaire financé par l'ANR est de 210 000 euros, tandis que les consortia
coordonnés par un partenaire financé par l'ANR pourront demander jusqu'à 260 000 €. L'école secrétariale, les secrétariats de l'appel est une collaboration DLR, donc en Allemagne et ANR. Et les contacts seront communiqués ultérieurement, et les contacts ANR, si ma collègue Sabrina Lemeret, récemment arrivée à l'ANR, et moi-même. Et les propositions sont attendues en mars, et en juin, sur invitation, la proposition complète. La suivante, s'il te plaît. J'ai oublié une chose importante à propos de l'ARNet neurone. Donc, toutes les maladies qui sont listées sur JPND sont exclues de l'ARNet neurone. Merci. Concernant Flagera, nous prévoyons un lancement des appels à projets en début 2023. La date n'est pas encore complètement définie. Et toutes les informations que je vais vous donner sont assez préliminaires. Mais les volets HV Human Brain Project de Flagera, et on devrait dire eBrains à présent, et sera autour du développement des projets de recherche précliniques ou cliniques qui seront basés sur la réutilisation des données préexistantes. Et comme vous le savez certainement, les Human Brain Project se transforment en une infrastructure de services européenne et qui propose des services de neurosciences computationnelles et des management des données en neurosciences, et pour accompagner pour encourager l'utilisation de cette plateforme ouverte, donc la plupart des services sont gratuits, nous lançons cet appel à projet. Et l'idée, c'est que c'est de proposer des nouvelles programmes de recherche qui seront basés sur la consolidation, l'harmonisation, la transformation ou l'analyse, nouvelle analyse des bases de données qui sont préexistantes. Il est important de bien décrire évidemment un bon plan de travail et d'écrire bien clairement les types de méthodologies qui sera utilisées pour manipuler les données. Et pour cet appel à projet, nous avons développé, nous le développons en partenariat évidemment avec eBrains, et nous avons un contact technique qui sera disponible tout le long de l'appel à projet afin d'aider les chercheurs à mieux planifier leur projet et à pouvoir poser des questions à propos du fonctionnement de l'infrastructure. Et eBrains également mettra à disposition une liste des jeux de données qui sont pertinents et qui sont disponibles pour le développement de cet appel à projet. Et vous avez un contact à propos de cet appel à projet qui devrait se lancer, comme je vous dis, en 2023. Je crois que j'ai fini. Merci, Céla. Donc, merci. Est-ce que vous avez des questions? Parmi les questions qu'on a pu avoir plusieurs fois, et pour vous répondre clairement, donc oui, les slides seront disponibles, ainsi que le webinaire sera également disponible en replay. Est-ce que vous auriez d'autres questions? On est arrivé au bout de la présentation. Concernant le programme nutrition, donc les slides n'auraient pas dû être là. En réalité, il n'y a pas d'appel. Est-ce que Martine, tu veux compléter?
Donc, la GPI, cette année, va lancer un appel, mais il n'est pas du tout lié à biologie santé. Il est davantage dans la recherche de nouveaux types d'aliments. Donc, on a préféré. Et en plus, on est vraiment au début de la préparation de l'appel à projet, donc il n'y avait pas vraiment d'informations qu'on pouvait transmettre aujourd'hui. Donc, pareil, je vous invite à suivre l'ANR sur le site web. On publie souvent au fur et à mesure, au fil de l'eau, les pré-annonces et aussi les réseaux. Donc, sur Twitter et LinkedIn, les pré-annonces figurent également. On a également encore un peu d'avance, donc on a encore le temps de prendre des questions si vous le souhaitez. Je pense qu'on peut également prendre des questions de vive voix. Oui, bien sûr. Donc, il semblerait que tout était clair. Donc, vous pouvez évidemment nous recontacter ou contacter Catherine et le PCN pour plus d'informations. Il y avait juste une Et- question qui est apparue dans le chat Mhm. de Pauline là-haut du CHU de Nice qui nous demande si vous pouvez revenir sur les pays éligibles à la EJPRD, pardon. Oui, ça c'est moi. Les pays éligibles. Donc en fait, la liste sera publiée sur le site internet en fait de l'EJP parce que tous les pays n'ont pas encore dit s'ils y allaient ou pas. Donc on est un petit peu, pour l'instant, on reste vague sur la liste. Donc celle que vous avez actuellement sur le site internet de l'EJP, c'est la liste à jour. Voilà. Merci, Florence. Donc ce qui est indiqué dans la diapo est également à jour. C'est les pays, en fait, ce sont tous les pays partenaires de l'EJP. Donc, je suis désolée. Ce sont tous les pays partenaires de l'EJP que j'ai mis sur la toute première diapo. Oui, sur cette diapo-là, oui, c'est à jour. Mais entre-temps, il y a des gens qui nous ont dit on n'a pas encore la réponse. Donc, c'est pour ça qu'il faudra regarder le 12 décembre qui sera là et qui ne sera pas là, parce que ça va être déterminant, effectivement. Ensuite, les pays qui ne sont pas présents, vous pouvez les inclure comme collaborateurs. Mais par contre, nous, on a une règle, ils ne peuvent pas être coordinateurs et partenaires du consortium. Et donc, ils ne peuvent pas être en charge d'un work package. Voilà. Merci, Florence. Est-il envisagé une implication plus large de la DGOS? Donc, c'est une bonne question. Je n'ai pas cette visibilité-là. Est-ce que quelqu'un parmi mes collègues aurait cette information? Je pense que à part l'implication dans THCS et la deuxième phase des RAFORELS, mais c'est pas pour tout de suite, il n'y a pas d'autre implication de la DGOS à ma connaissance. Merci Philippe. Donc il s'agissait de Philippe Bouvet, le responsable du département biologie santé. Très bien. Donc s'il n'y a plus de questions. Juste un point, on nous demande dans le chat si vous pouvez remettre dans le lien du chat justement l'outil de réseautage qui a été mentionné tout à l'heure. Alors, j'ai plus en tête quel était l'appel à projet précisément. Je pense qu'il s'agissait de l'appel Cardinov, donc dans le cadre d'ERA4Health, puisqu'effectivement, j'ai mentionné cet outil de réseautage. Alors, en fait, cet outil, il sera disponible, ce sera dans le cadre, d'un webinaire d'information, qu'on va organiser le 13 décembre. Donc, effectivement, je vais vous mettre dans le lien du chat, justement, la page dédiée, sur le site d'ERA4Health, où vous pourrez justement trouver le lien
pour vous inscrire à ce webinaire et justement préciser si oui ou non vous voulez participer justement à cette activité de réseautage. Et en particulier, vous pourrez bien mentionner en fait dans le formulaire d'inscription si vous êtes à la recherche d'une expertise particulière en fait au sein d'un consortium ou si vous souhaitez rejoindre un consortium. Donc comme ça, en fait, ça facilitera vraiment les échanges au moment de ce webinaire. Et puis également, donc vous avez jusqu'au 8 décembre pour vous inscrire. Et après, en fait, on enverra à tous les participants un booklet en fait avec justement toutes les expertises des participants qui seront enregistrés justement pour un petit peu vous permettre d'anticiper les questions et les discussions que vous pourrez avoir à l'occasion du webinaire. Donc je vous envoie juste dans un instant le lien, mais vous retrouverez toutes les informations sur le site d'Eraforels. Merci Séverine. Et j'en profite aussi pour rebondir et pour dire que cet outil devrait également exister pour les autres partenariats. Mais donc les partenariats commencent tout juste. Eraforels, par exemple, vient tout juste de débuter. Ils ont déjà un site web à leur disposition. Pour le cas de Transforming Health and Care System, le partenariat va réellement commencer tout début janvier. Donc la mise en place va avoir lieu progressivement, mais ce type d'outil pourra exister également sur les autres partenariats. Nous avons également d'autres questions. Oui, Antoine Campagne de la HEGP qui demande quels conseils généraux donneriez-vous pour le montage de ces projets collaboratifs au vu de votre expérience des évaluations, des retours des jurys, grosso modo quel point d'attention et les faiblesses récurrentes qu'on peut retrouver dans les dossiers. Florence, je te voyais hocher la tête. Souhaites-tu répondre? Ça dépend énormément de la thématique de l'appel en ce qui concerne les maladies rares. Mais il faut quand même savoir qu'on fait de plus en plus attention à la bioinformatique et la statistique et que selon l'appel, il faut vraiment avoir un vrai partenaire biostatisticien et bioinformaticien. Nous, dans les maladies rares, c'est extrêmement important parce que c'est notre gros problème. On a besoin de partager entre pays les données et il nous faut déjà une bonne qualité de données et il faut beaucoup de vérification des données. Et c'est essentiel. Donc, si on n'a pas un partenaire vraiment important et qui soit bon et qui soit reconnu dans le milieu, c'est vrai que les projets passent moins bien si vous les mettez en sous-traitance, quoi. Ça, en tout cas, je parle pour les maladies rares. Ensuite, au niveau des pays, enfin, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'excellence scientifique qui prime avant tout. Même parfois pour les évaluateurs avant l'impact. Il faut vraiment que le projet soit excellent scientifiquement, bien décrit, clair. C'est ce qui est le plus important. Et ne négligez pas tant que ça la pré-proposition parce que parfois c'est là où disons qu'il y a un gros écrémage, on va dire. Et voilà, il faut quand même pas trop négliger. Merci. Alors, la Suisse... Ah, on ne vous entend pas, Catherine. Oui, Mickaël, vous m'avez devancé. Pardon. Oui, justement, il restait une question sur le partenaire suisse. Est-ce qu'il reste un pays associé? C'est dur à dire pour le En moment. négociation. Ouais. Comme l'Angleterre. C'est compliqué. Alors c'est vrai que là, la question, elle était tournée vis-à-vis du programme Horizon Europe. Donc effectivement, c'est presque un tout petit peu, on est dans le même stade, mais c'est peut-être plus positif du côté de la Suisse que du côté de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. Mais oui, des grosses précautions pour intégrer les partenaires britanniques
et suisse. Jusqu'à présent, il me semble que la Suisse finançait le partenaire helvétique qui était inclus dans les partenariats. Et pour ce qui est j'extrapole, pour ce qui est du Royaume-Uni, jusqu'à fin 2022, le Royaume-Uni finançait les partenaires britanniques, mais au-delà, nous sommes encore dans l'incertitude assez complète. Ouais. Donc c'est des questions récurrentes. Concernant l'appel Kardinov, est-ce qu'une chercheuse peut être coordinatrice même si celle-ci est en CDD? Je pense que ça s'applique même à tous les programmes. Alors effectivement, donc je peux répondre, donc mes collègues pourront compléter. Donc a priori, dans ce cas-là, en fait, on applique effectivement le règlement financier de l'ANR, donc qui est le même que pour l'appel à projet générique. Donc au jour d'aujourd'hui, bon, j'imagine que cette question, ça doit probablement concerner, j'imagine, une chercheuse en post-doctorat, j'imagine. Et donc en fait, la règle qui s'applique, c'est qu'effectivement, dans ce cadre, en fait, il est possible qu'un partenaire en fait du projet soit en postdoctorat, mais le contrat en fait de postdoctorat doit couvrir en fait toute la durée du projet. Donc c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas possible en fait de s'auto-financer en fait en postulant justement à ce type de projet. Donc c'est-à-dire qu'une chercheuse qui est actuellement en CDD, qui postule à l'appel Kardinov, doit déjà en fait avoir un contrat de 3 ans en fait, lorsque la candidature est faite. Peut-être que mes collègues voudront compléter si c'est la réponse. Non, c'est ça, c'est parfait. Très bien. J'aurais répondu pareil. Juste après, c'est 3 ans au début du projet. Donc, si elle postule, ça fait peut-être 4 ans plus que 3 ans. Tout à fait, oui, exactement. Oui. Merci. Très bien. Plus de questions. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va clôturer cette matinée. Merci beaucoup à toutes et à tous. Un grand merci à l'ANR pour ces présentations toujours très claires. Donc, effectivement, je rappelle que le webinaire sera mis en replay, ainsi que sera joint la diapo complète de ces présentations. Voilà, très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci.